Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette webconférence. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour parler de deux notes publiées par France Stratégie en février de cette année, notes qui étaient consacrées au reste à dépenser des ménages et à l'inflation. Pierre Cusset, à mes côtés, est chef de projet au département Société et Politique sociale et co-auteur de ces deux notes. Il vous présentera ce matin les principaux enseignements de celle-ci. Pour ma part, Peggy Furic, chef de projet dans le même département de France Stratégie, j'aurai le plaisir d'animer cette séance. Celle-ci se déroulera en deux temps. La première, dans un premier temps, d'une durée à peu près de 30 à 40 minutes, nous présenterons donc ces deux notes. Suivra ensuite un temps d'échange avec les participants à distance. Ainsi, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Celles-ci seront ensuite relayées à l'oral dans le temps dédié aux questions-réponses. Je précise dès maintenant que le support et de présentation ainsi que le replay de la séance seront disponibles dans quelques jours sur le site de France Stratégie et plus spécifiquement sur la page de l'événement. Ces précisions étant effectuées, je vous propose d'en venir au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Comme vous le savez, l'inflation et le reste à dépenser sont au cœur de l'actualité et des préoccupations de chacun. Depuis plusieurs mois maintenant, la France fait face à une forte hausse des prix. À titre d'exemple, depuis un an, l'indice des prix de l'alimentation a augmenté de 16%. Ce matin, ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est de voir, dans un premier temps, dans quelle mesure le lieu où l'on vit influence ce fameux reste à dépenser, mais aussi quels sont les ménages les plus impactés par la hausse des prix. Donc, à travers cette présentation, nous vous proposons de répondre à trois principales questions. La première, dans quelle mesure le niveau de dépenses des ménages pour le transport, le logement et l'alimentation dépend du territoire dans lequel ils vivent? Comment ces différences vont-elles affecter leur niveau d'aisance financière? Et enfin, quels sont les ménages les plus touchés par la hausse des prix? Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Peggy. Pour commencer, pourrais-tu nous dire à quel type de dépenses ces notes font référence et nous préciser ce que ces dépenses représentent dans le budget des ménages? Oui, alors on a étudié trois gros postes de dépenses que sont les postes alimentation, transport et logement. Donc ces postes pris ensemble représentent environ 50% du revenu des ménages en France en 2017. Donc précision d'abord, tous les chiffres que je vais vous donner sont fondés sur une exploitation dans l'enquête budget des familles 2017 de l'INSEE. Alors là, je vous ai présenté la décomposition de chacun des postes alimentation, transport, logement. Quelques éléments d'information. Donc, sur l'alimentation, c'est l'alimentation à domicile, enfin, qui est prise au domicile, donc ça ne prend pas en compte la restauration dans les restaurants ou en cantine, et c'est hors alcool. Pour ce qui est du transport, vous voyez qu'en fait, les gens, quand ils pensent transport, ils pensent immédiatement au carburant. Le carburant, c'est 28% des dépenses de transport, donc cette dépense, elle comprend aussi les assurances, 17%, l'achat du véhicule, donc c'est achat net, c'est-à-dire achat moins vente. Et puis, concernant le logement, nous avons fait le choix d'intégrer non seulement les loyers, mais également les remboursements d'emprunts, qui sont normalement pas considérés comme une consommation au sens strict, mais dans la logique qui est la nôtre, c'est-à-dire d'un reste à dépenser, de ce qu'il reste concrètement en euros à la fin du mois pour faire d'autres dépenses, on a pensé que c'était important et que c'était légitime de prendre en compte ces remboursements d'emprunt. Donc, vous voyez que logement, si vous avez en bas les montants en euros par mois et par unité de consommation, donc les unités de consommation, ça permet de comparer des ménages de tailles différentes. Donc, quand vous êtes une personne seule, vous comptez pour une unité de consommation. Quand vous êtes un couple, vous comptez pour 1,5 unité de consommation. Pourquoi? Parce qu'il y a des économies d'échelle au sein du ménage. Vous n'avez pas besoin d'avoir deux cuisines, deux salles de bain, etc. Et puis ensuite, chaque enfant rajoute 0,3 unités de consommation quand il a moins de 14 ans et 0,5 quand il a plus de 14 ans. Et donc, vous voyez immédiatement que ces montants sont quand même plus faibles pour alimentation et transport d'un côté que pour logement. Donc, les logements, c'est quand même un poste plus important que alimentation et transport. Alors là, je vous montre ce que ça représente à gauche en fonction des régions. Donc, c'est 8 grandes régions, ça ne correspond pas aux régions administratives. Hein. Ce sont des régions qui ont été définies par l'INSEE et qui permettent d'être représentatives. On a des données qui sont représentatives à l'échelle de ces grandes régions. Et vous voyez déjà immédiatement que l'alimentation, en fait, les dépenses d'alimentation, en moyenne, elles sont assez peu différentes d'une région à l'autre.
C'est à peu près la même chose sur le transport. En revanche, vous voyez des assez grosses différences concernant le logement, parce qu'évidemment, le prix du logement peut être très différent d'une région à l'autre. Il est en particulier, évidemment, beaucoup plus élevé en région parisienne. Ensuite, vous avez à droite les dépenses moyennes d'alimentation, de transport et de logement en fonction de la commune dans laquelle vous vivez par rapport à sa distance au centre de la zone d'emploi dans laquelle vous vous trouvez. Donc, à gauche, vous avez la commune centre, donc vous vous situez au centre de la zone d'emploi, et plus vous allez à droite, plus vous êtes loin du centre de la zone d'emploi. Donc là, vous voyez aussi que concernant l'alimentation, il n'y a pas de grande différence. En revanche, évidemment, les dépenses de transport augmentent, c'est assez intuitif, au fur et à mesure que vous vous éloignez du centre de la zone d'emploi. Pour ce qui est des dépenses de logement, c'est un peu plus, c'est moins intuitif puisque vous voyez qu'elle diminue, mais elle diminue de manière pas forcément complètement linéaire en fonction de la distance au centre de la zone d'emploi. Donc là, c'est une notion de dépense, c'est ce que les gens dépensent, ce n'est pas une notion de prix. Hein. Donc c'est important à bien avoir en tête. Alors ensuite, évidemment, un point important, c'est comment ces dépenses évoluent en fonction de votre niveau de vie. Donc là, vous avez les 10 déciles de niveau de vie. Donc le premier décile, ça correspond aux 10% des ménages les plus pauvres en niveau de vie. Et le 10e décile, les 10% des ménages les plus aisés en niveau de vie. Et donc vous voyez qu'entre le 10e décile et le premier décile, donc vous avez en bleu les montants de revenus. Et donc vous avez des revenus qui sont 8 fois plus importants dans le 10e décile que dans le premier. En revanche, vous avez aussi, je vous ai donné les montants en rouge qui sont la somme alimentation, transport, logement. Vous voyez que ça progresse beaucoup moins fortement que les revenus. Donc ça indique qu'on est bien sur des dépenses qui sont des dépenses nécessaires, qui sont des dépenses indispensables auxquelles chacun doit faire face. On n'est pas sur des dépenses de luxe, évidemment. Et donc, finalement, il y a un rapport de un peu plus de 2 entre le 10e décile et le premier décile concernant ces dépenses, ces 3 postes de dépenses pris ensemble. Donc, ce qui justifie pleinement le fait qu'on s'intéresse à ces 3 postes de dépenses. Donc, si on résume, ces 3 postes représentent en moyenne environ la moitié du budget des ménages et ils correspondent à des besoins essentiels. À présent, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ce qu'est le reste à vivre et de la raison du choix de cette notion dans l'étude? Alors, effectivement, le reste à vivre, on le définit très simplement comme ce qu'il reste aux ménages une fois qu'ils ont fait face à leurs dépenses d'alimentation, de logement et de transport, avec ce champ des dépenses que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc, en gros, ça se calcule très simplement revenu moins logement, transport, alimentation. Alors, pourquoi on fait appel à cette notion et pourquoi on ne s'en tient pas simplement au niveau de vie? Simplement, justement, pour prendre en compte le fait qu'en fonction de là où on habite, on est confronté à des prix différents. Et non seulement à des prix différents, mais aussi des besoins différents, des besoins évidemment, je pense, en transport, quand on se situe loin des zones d'emploi. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire avec cette notion, c'est à proposer une approche de l'aisance financière, c'est-à-dire l'aisance financière qu'on cherche à capter, qui ne se limite pas aux ressources, mais qui intègre les différences locales de besoins et de prix. Alors, évidemment, les différentes variables dont on va parler, elles interagissent de manière assez complexe. Donc, évidemment que le niveau de dépense, il va influer sur l'aisance financière du ménage, et ce niveau de dépense lui-même, il va dépendre du niveau des prix, des besoins et du niveau de revenu et de patrimoine. Et ce niveau de revenu, il agit à la fois sur les dépenses et sur le niveau d'aisance financière. Les besoins, ils dépendent de quoi? Ils dépendent du nombre d'enfants, du nombre d'adultes dans le ménage, ils dépendent de l'âge, ils dépendent évidemment du fait qu'on est locataire ou propriétaire. Quand on a fini de rembourser son emprunt, évidemment, on n'a pas les mêmes charges de logement que quand on est soit locataire, soit en phase d'acquisition de son logement. Et la localisation, c'est le point qui vous intéresse dans tout ça, et bien, il agit à la fois sur les besoins, sur le niveau de revenu et sur le niveau des prix. Et donc, c'est un petit peu l'objet de cette note que de faire la distinction entre les différents effets qu'on peut identifier sur l'aisance financière. Donc finalement, la première chose qu'on voudrait savoir, enfin peut-être, c'est où est-ce qu'on doit dépenser le plus pour se loger, pour se nourrir et se déplacer? Alors pour ça, d'abord, ce que je vous propose de faire, c'est de neutraliser l'effet du revenu sur les dépenses pour isoler l'effet du territoire. Donc l'effet du territoire, on l'a vu, ça joue à la fois sur les prix et sur les besoins. Donc là, dans cette partie, on va d'abord raisonner sur pseudo-K-type. Alors pourquoi pseudo-K-type? Parce que
on ne peut pas identifier un ménage donné dans l'enquête qui serait représentatif du ménage qui aurait les mêmes caractéristiques dans la population générale. Dans cette enquête, on a 16 000 ménages, et donc on est obligé de faire un travail économétrique. Alors le travail économétrique, c'est quoi? C'est simplement expliquer une variable par d'autres variables, et donc calculer la force du lien entre différentes variables. Et donc, à la fin, on peut expliquer le niveau de dépenses, par exemple d'alimentation, par le niveau de revenu du ménage, sa localisation, le sexe de la personne de référence, l'âge, le nombre d'enfants, etc. Donc, une fois qu'on a fait ce travail, on peut prédire ce que va être le niveau de dépense d'un ménage type, par exemple un homme seul, qui est au niveau du médian, qui est locataire, en fonction de son lieu de vie. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, je vous propose de regarder 4 ménages types. Donc, les 3 premiers ménages types, ce sont des ménages qui ont des niveaux de vie médians. Niveau de vie médian, ça veut dire que 50% des ménages ont moins, 50% des ménages ont plus. Donc, ces 3 premiers cas types, c'est d'abord un homme seul qui est locataire dans le parc privé. Le deuxième, c'est un couple biactif, c'est-à-dire que les 2 parents, enfin les 2 adultes sont actifs, ils ont 2 enfants, et ils sont accédants à la propriété, ça veut dire qu'ils ont encore en cours un emprunt immobilier pour leur résidence principale. Le troisième, c'est un couple de retraités, ils sont propriétaires non accédants, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de remboursement d'emprunt, et ils sont donc toujours au niveau de vie médian. Et enfin, le dernier cas type, c'est une mère seule qui élève ses 2 enfants, qui est locataire dans le parc social et qui, au premier décide de niveau de vie, ça veut dire qu'elle fait partie des 10% des ménages les plus pauvres. Donc, déjà, ce qui frappe tout de suite quand vous voyez ce ménage, oublions pour l'instant l'aspect géographique, c'est que, évidemment, ces différents cas types, ils n'ont pas le même reste à dépenser. Bon, alors, pour la mère seule, c'est évident, puisqu'elle est pauvre, elle a un reste à dépenser plus faible. Mais au sein des 3 premiers cas types, vous voyez que le couple de retraités, il a un reste à dépenser nettement plus élevé que les 2 autres cas types, tout simplement parce qu'il n'a plus de charge de remboursement d'emprunt. Alors maintenant, on en vient au cœur de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'impact de la localisation. Donc là, premier type de localisation, la région, la grande région. On découpe la France en 8. Qu'est-ce qu'on regarde? Finalement, on ne voit pas grand-chose. Il n'y a pas de grande différence, quasiment pas. À 2 exceptions près, il y a l'Ouest, où le reste sur les dépenses est un petit peu supérieur. Pourquoi? Parce que le coût du logement il est plus faible en moyenne. Donc ça, ce sont des moyennes, ce sont des effets moyens. Et puis, la région parisienne qui ressort plus nettement, notamment pour l'homme seul, parce que le coût du logement, pour le coup, y est nettement supérieur. Mais on aurait pu s'attendre à des effets beaucoup plus importants. Finalement, on voit des effets relativement faibles. Alors, deuxième type de localisation, la taille de l'aire urbaine. Donc, c'est le nouveau concept de l'INSEE s'appelle aire d'attraction des villes, AAV. Mais bon, en gros, c'est l'aire urbaine, donc l'agglomération, qui comprend à la fois un pôle, donc ça veut dire la commune-centre ou les communes qui sont très proches de cette commune-centre, et puis une périphérie, donc les communes qui sont en périphérie de ce centre. Pour vous donner un ordre d'idée, pour les régions parisiennes, pour l'aire de Paris, ce qu'on appelle le pôle de Paris, c'est à la fois Paris intramuros et aussi les départements limitrophes, c'est-à-dire le 92, le 94 et le 93. Et puis ensuite, les autres départements font partie de la périphérie. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur ce graphique? Donc là, je ne commente plus les différences d'un cas type à l'autre, je me concentre à l'intérieur de chaque cas type. Ce qu'on observe, c'est que finalement, c'est assez proche d'une taille d'unité urbaine à l'autre, sauf évidemment Paris, puisqu'on retrouve cet enseignement qu'on avait évoqué tout à l'heure. Paris, le logement est beaucoup plus cher, donc le reste à dépenser est plus faible. Et puis, il y a une différence entre pôle et périphérie. C'est-à-dire que dans les aires urbaines, sauf dans l'aire de Paris, c'est dans le pôle qu'on a le reste à dépenser le plus élevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, hors Paris, les différences de prix entre pôle et périphérie ne sont pas si importantes sur le logement. En revanche, évidemment, il y a le coût de transport qui va jouer. Et donc, quand on est en périphérie, on va avoir plus de dépenses. Et puis surtout, sur le logement, potentiellement aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépenser, on va finalement accéder à des logements de taille plus importante. Et donc, on va arbitrer, on va avoir un logement plus grand, et donc ça ne va pas nous coûter moins cher. À Paris, en revanche, dans le pôle, on est systématiquement avec un reste à dépenser plus faible, parce que le coût du logement est vraiment plus important dans le pôle qu'en périphérie. Donc ça, c'est le deuxième type de localisation qu'on regardait. Et enfin, le troisième, c'est la distance au centre de la zone d'emploi qu'on a déjà regardé. Et alors là, on voit quasiment rien. Vous voyez que ça se joue, c'est l'épaisseur du trait. Et donc, finalement, quelle que soit la distance au centre de la zone d'emploi, on a le même niveau de dépenses. On est bien sur des dépenses, on n'est pas sur des niveaux de prix.
Donc, cette égalité en fait, du niveau de dépense sur l'ensemble, alimentation, transport, logement, cache évidemment le fait qu'on va arbitrer entre transport et logement, et on va arbitrer sur le logement entre un petit logement en centre et un plus grand logement en périphérie. D'accord, donc il a réparé donc, à l'exception de la région parisienne, tout se passe comme si à niveau donné de revenus, on consacrait à peu près la même part de son revenu au panier transport, logement, alimentation. Maintenant, les différents territoires se distinguent du point de vue du profil des gens qui y habitent. Et dans quelle mesure cette information peut modifier le diagnostic fait à présent, enfin fait à l'instant, pardon. Voilà, donc là pour l'instant, on avait raisonné en neutralisant l'effet du revenu sur les dépenses, en se disant, ben voilà, si un ménage qui a un certain niveau de vie cherche à déménager, à habiter dans d'autres endroits, est-ce qu'il va avoir un niveau de dépense différent? Donc maintenant, on va prendre en compte le fait que dans les différents types de territoires, on n'a pas les mêmes ménages. On a des ménages différents, d'abord du point de vue des ressources monétaires dont ils disposent, mais également en termes d'âge, par exemple. On a des territoires où il y a davantage de retraités. En termes de statut d'occupation du logement, on a des territoires où on a davantage de propriétaires, donc on a davantage de locataires. En termes de type d'habitation, on a des territoires, évidemment, c'est la maison individuelle qui prévaut, d'autres, c'est plutôt l'immeuble ou le logement collectif. Et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est deux versions du reste à dépenser, donc tel qu'on l'observe dans les différents territoires. Alors, d'abord, le premier concept de reste à dépenser, très simplement, reste à dépenses observées, c'est simplement, pour chaque ménage, on regarde son revenu et on fait la différence entre son revenu et ses dépenses sur cette trois postes. Donc là, aucune économétrie, c'est purement descriptif. Le deuxième concept qui est un peu plus délicat, donc si vous décrochez sur ce concept, ce n'est pas grave parce qu'on ne va pas y passer toute la conférence, ne vous inquiétez pas, c'est un concept de reste à dépenses normées. Donc c'est pour chaque ménage, on calcule ce qu'il dépenserait s'il conservait toutes ses caractéristiques en termes d'âge, de nombre d'enfants, de localisation, mais s'il avait un niveau de vie équivalent à celui d'un ménage modeste. Qu'est-ce qu'on cherche à capter à travers cette dépense normée? On cherche à capter finalement un niveau de dépense un peu minimum, ou en tout cas qui est jugé, comment dirais-je, dans la société française de 2017 comme étant ce que peut s'offrir un ménage modeste. Et donc, par ménage modeste, on entend ménage du troisième décile de niveau de vie. Donc, le troisième décile, donc, ça veut dire que 30% des ménages sont moins aisés qu'un ménage du troisième décile et 70% sont plus aisés qu'un ménage du troisième niveau de décile. On a fait des variantes au deuxième décile, au quatrième décile. Ça ne change pas énormément les résultats. Et vous verrez, on va le voir tout de suite, que les grands messages, de toute façon, qu'on raisonne à dépenses observées, la version simple ou à dépenses normées, les grands messages vont être les mêmes. Donc là, ce petit graphique pour vous expliquer un petit peu comment on calcule ce niveau de dépenses normées. Donc, on retrouve le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Simplement, pour les dépenses, eh bien, on va fixer le niveau de vie et de patrimoine au troisième décile. D'accord? Et donc là, évidemment, quand on va calculer le reste à dépenser, à dépenses normées, par contre, on va bien prendre le vrai revenu des gens, moins une dépense qui n'est pas leur vraie dépense, mais qui est la dépense qu'ils auraient eue s'ils étaient au troisième niveau de décile. Alors, je donne juste un petit exemple. Donc là, on est sur un couple de locataires. Ils ont un enfant, ils habitent en région lyonnaise. Ils ont des revenus annuels de 48 400 euros par an, donc ça correspond à 4 000 euros par mois, ce qui les place au septième décile de niveau de vie. Donc, je me suis inspiré d'un vrai cas qu'on a dans l'enquête. J'ai changé les chiffres pour qu'on puisse avoir le problème de confidentialité, mais les ordres de grandeur sont à peu près ceux-là. Et donc, ils ont ces revenus de 48 400 euros. Leurs dépenses de logement annuelles, c'est 15 680 euros. Transport, 5 250 euros. Alimentation, 5 830 euros. On fait la différence entre 48 400 et ces trois dépenses. On a 21 640 euros de reste à dépenser. Si on divise par 12 pour avoir des dépenses, reste à dépenser par mois, on a 1 803 euros. Et si on veut raisonner par unité de consommation, on divise par ici 1,8, puisque c'est un couple, 1,5 plus un enfant de moins de 14 ans, 0,3. Et donc, on a 1 000 euros. Donc, ce couple, chaque mois, il a 1 000 euros par mois et par unité de consommation de reste à dépenser. Maintenant, si on raisonne à dépenses normées, ses revenus ne bougent pas. Sa dépense normée de logement, on l'estime à 10 800 au lieu de 15 000. Pour le transport, 3 730 au lieu de 5 250.
pour l'alimentation, 5 704 au lieu de 5 830. Vous voyez que les chiffres sont assez proches pour l'alimentation, tout simplement parce que ce ménage-là, eh bien, en fait, il a une dépense d'alimentation assez faible. Et finalement, il a une dépense d'alimentation qui est assez proche d'un ménage du troisième décile. Ça arrive, évidemment, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de diversité, en fait, d'un ménage à l'autre. Il y a des ménages qui dépensent beaucoup pour leur logement et très peu pour l'alimentation, et vice-versa. Donc ça, c'est la diversité, en fait, des goûts et des besoins de chacun. Et donc, son reste à dépenser, si je vais directement par mois par unité de consommation, il est de 1 304 €. Donc, évidemment, il est plus élevé puisque c'est un ménage relativement aisé qui dépenserait comme un ménage modeste. Voilà. Et donc, maintenant, les résultats. Et donc, là, je vous redonne ce graphique en fonction de la distance au centre de la zone d'emploi. Et donc, vous voyez une sorte de courbe en cloche. Cette courbe en cloche, donc, premièrement, on va rester sur le reste à dépenses observées. Donc, c'est le graphique en haut à gauche. Donc, ce qui nous indique, puisque vous vous souvenez qu'on avait dit que finalement, c'était totalement plat quand on raisonnait sur des classiques. Et donc, ce qui nous indique, en fait, c'est que cette courbe en cloche, elle ne s'explique pas par les besoins, elle ne s'explique pas par le niveau de dépenses, mais elle s'explique quasi exclusivement par le niveau de ressources. Et donc, ce qui distingue les ménages qui vivent au centre des zones d'emploi ou au contraire très loin des zones d'emploi, c'est un niveau de ressources plus faible qu'ailleurs. Et donc, quand vous raisonnez à dépenses normées, vous avez à peu près la même chose, mais tout est décalé vers le haut, évidemment, puisque en moyenne, les gens ils sont au-delà du troisième décile. Mais bon, vous voyez qu'on n'a pas besoin finalement, pour cet exercice, en tout cas, je pense qu'il y a pas mal d'intérêt à raisonner les dépenses normées, mais pour cet exercice de comparaison dans l'espace, finalement, ça ne change pas le diagnostic. Deuxième enseignement, si cette fois-ci, on regarde en fonction de la taille de l'agglomération et de la position de son agglomération, centre ou périphérie, alors là, c'est très net. On a des restes à dépenser qui augmentent avec la taille de l'agglomération. C'était plutôt le contraire tout à l'heure. Tout simplement parce que dans les grandes agglomérations, en moyenne, on a des ménages qui sont plus aisés. Et donc, Paris ressort particulièrement, donc l'aire de Paris ressort particulièrement, puisque le niveau des rémunérations il est plus élevé, on y trouve beaucoup plus de cadres qu'ailleurs en France. Et en termes de centre versus périphérie, et ben là, c'est plutôt en couronne, hors agglomération de Paris, donc là, c'est à peu près la même chose, mais c'est en couronne qu'on trouve des restes à dépenser les plus élevés, parce qu'en fait, les ménages sont en moyenne plus aisés en couronne qu'en périphérie. Donc, pour récapituler sur cette première étude consacrée au reste à dépenser et au territoire, que doit-on retenir, Pierre-Yves ? Alors, nous, ce qu'on retient, outre les grands messages déjà que je vous ai fait passer au fur et à mesure des diapositives, c'est la chose suivante. En fait, pourquoi on a fait cette étude ? Cette étude, on l'a faite à la suite du mouvement des Gilets jaunes, en se disant peut-être que dans la structure des coûts, on a raté quelque chose, et donc peut-être qu'il y a un surcoût qu'on n'a pas vu dans le fait d'habiter en périphérie des agglomérations ou des zones d'emploi. En tout cas, au prix de 2017, ce n'est pas ce qu'on constate. Il n'est pas plus cher pour un ménage de résider à la périphérie d'une zone d'emploi plutôt qu'en son centre, c'est même plutôt le contraire. Les dépenses de transport et de logement tendent à se compenser, mais ce qui reste vrai, c'est que dans les communes éloignées des zones d'emploi, on trouve des ménages au budget plus contraint, de la même manière qu'on en trouve dans les centres des zones d'emploi. Donc, si on a des difficultés en périphérie des zones d'emploi ou des agglomérations, ce n'est pas en raison de coûts plus élevés, mais parce qu'on y trouve des ménages qui ont des ressources plus faibles qu'ailleurs. Donc, cette étude s'appuie sur une enquête d'il y a 6 ans aujourd'hui, qui est l'enquête de famille de l'INSEE. L'inflation qu'on subit actuellement peut changer ce diagnostic. Et donc, vous avez publié une deuxième note sur la hausse des prix depuis 2017, toujours sur ce panier, alimentation, transport et logement, pour voir si cette inflation changeait vos conclusions issues de la première note. Donc d'abord, peux-tu nous dire comment évoluaient les prix sur ces 3 postes de dépenses entre 2017 et 2022 ? Oui, merci. Alors effectivement, on va maintenant parler de cette deuxième note qui vient en complément de la première. Comment ont évolué les prix ? Bon, tout le monde a ça en tête parce que c'est vraiment au cœur de l'actualité. Donc là, je vous présente l'évolution des prix de différents sous-postes au sein du poste alimentation. Donc vous voyez que, bon, déjà, première chose, c'est qu'avant 2021, l'évolution est très, comment dirais-je, très modérée. Et c'est depuis 2021 et particulièrement 2022, tout le monde a ça en tête. Donc là, je suis allé plus loin que dans la note, parce que je vais jusqu'en mars 2023. Donc on a une très forte augmentation des prix qui touche particulièrement certains postes
Les huiles et graisses, c'est ce qui augmente le plus, donc c'est 50% d'augmentation de prix par rapport à juillet 2017. Ensuite, vous avez les légumes, 40% d'augmentation. Et puis après, vous avez ensuite la viande, le poisson. Et donc, vous avez quand même des diversités d'augmentation. Pour donner un ordre d'idée, mais je crois que Peggy l'a rappelé en introduction, l'année dernière, entre février, disons que si on prend février 2022, février 2023, on est sur une augmentation de 16% des dépenses, enfin du panier alimentaire. À présent, regardons le transport. Donc là, ce qui frappe, évidemment, c'est d'abord la fluctuation du prix du carburant que vous avez en bleu et qui a très fortement augmenté. Bon, bien sûr, tout ça n'est pas un scoop, hein. Donc tout le monde a bien ça en tête. Vous voyez que le carburant se distingue vraiment des autres sous-postes. C'est vraiment le carburant qui vraiment augmente le plus et de loin. Ensuite, très rapidement, sur le logement. Alors là, bon, ce sont les énergies fossiles, donc le gaz naturel, gaz de ville, hein, que vous avez en orange. Alors là, on est sur des augmentations encore beaucoup plus fortes hein, que ce que je vous ai montré tant sur l'alimentation que le transport, hein, puisque là, on est sur un indice 230 en partant de 100, donc c'est une multiplication par plus que 2. Sur le combustible fossile, donc c'est fuel hein, principalement, donc on met dans la chaudière. L'énergie thermique, enfin, ça c'est le chauffage urbain pour ceux qui sont concernés, donc là ce sont ces gros postes. Et puis combustible solide également, le bois, mais enfin, avec des augmentations plus faibles, enfin quand même qui dépassent 50%. Et alors ce qui est frappant sur ce graphique, ce sont l'indice des loyers. Les loyers, ils n'ont quasiment pas augmenté, je crois qu'ils ont augmenté de 4% sur la période. Et donc, forcément, quand vous êtes un ménage locataire et que les loyers représentent une part très importante de votre dépense, eh bien, vous êtes entre guillemets protégé de l'inflation parce que vous avez un gros poste qui n'augmente pas beaucoup. Évidemment, vous n'êtes pas protégé sur les autres postes. Et donc, ce qui est important de regarder, c'est donc à la fois l'évolution du niveau des prix, mais aussi le poids de chaque poste dans le budget. Donc là, je vous ai fait ça pour la moyenne des ménages. Donc, vous avez sur l'axe vertical l'évolution du prix, c'est ce que je vous ai présenté sur les graphiques précédents. Vous retrouvez huile et graisse qui a augmenté de pratiquement 40%. Donc là, j'ai fait des évolutions moyennes 2022 par rapport à 2017. Donc les évolutions sont plus faibles, hein, parce que c'est moyenne 2022. Huile et graisse, mais les huiles et graisses, évidemment, on n'achète pas une bouteille d'huile tous les jours. Et donc, ça ne représente pas un gros poste. Donc, la taille des bulles, elle vous dit la contribution de chaque poste à la hausse de l'indice, alors ici, alimentation. Donc, ce qui fait beaucoup augmenter l'alimentation, c'est viande et légumes. Légumes, parce que ça augmente très fortement, même si ça prend une part plus importante du budget des ménages que la viande. Et la viande, inversement, ça augmente plus fortement. Ça augmente moins fortement, mais c'est un plus gros budget en moyenne. Je fais le même exercice sur transport. Alors là, transport, il y a un poste qui d'une certaine manière, écrase tous les autres, c'est le carburant en haut à droite. Donc, à la fois, c'est un énorme poste dans la dépense de transport et dans la dépense tout court d'ailleurs. Et en plus, il augmente très fortement. Et enfin, vous avez la dépense de logement. Donc là, il y a plusieurs postes qui contribuent beaucoup. Vous avez le fuel, qui concerne assez peu de gens, en fait, mais qui augmente très, très fortement. Le gaz naturel et les gaz de ville. L'électricité, donc là, évidemment, qui concerne quasiment tout le monde, hein, tout le monde a l'électricité, mais qui augmente moins. Et puis, les gros travaux. Donc là, c'est pour les ménages concernés, l'année où ils font des gros travaux, évidemment, ça coûte cher. Et là, les fournitures ont beaucoup augmenté. Et vous voyez en bas à droite des loyers qui sont un énorme poste, mais qui a très peu augmenté. Et donc, ça contribue assez peu à la hausse du coût du logement. D'accord. Donc, on retient à la fois que les prix n'ont pas tous augmenté à la même vitesse selon les postes, les produits, et que ces postes ne représentent pas tous le même poids dans le budget des ménages. Mais justement, d'un ménage à un autre, le panier ne va pas être composé de la même façon, et ce panier aussi, dans son ensemble, ne va pas représenter le même poids dans le revenu. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, c'est effectivement le point central, et c'est ce qui fait que les ménages vont être confrontés à une hausse de leur panier qui va être différente. Je vous présente juste un exemple qui est le plus frappant, le plus parlant, c'est en fonction du décile de niveau de vie. Donc, je vais expliquer ce que c'est tout à l'heure. Donc, premier décile les plus pauvres, dixième décile les plus riches. Eh bien, là, je n'ai pas encore pris toutes les dépenses, mais ce sont les principales dépenses alimentation, transport, logement. Donc, vous avez à gauche déjà, ce qui frappe, évidemment, c'est que ces principales dépenses, alimentation, transport, logement, c'est déjà les 3/4 du revenu des 10% des ménages les plus pauvres.
alors que ça représente même pas 20% du revenu des 10% des ménages les plus riches. Donc forcément, quand vous avez une hausse sur ces dépenses, ben, quand elle affecte quelque chose qui pèse 80% de votre revenu, ce n'est pas du tout la même chose que quand ça affecte quelque chose qui pèse 20% de votre revenu. Et ensuite, à droite, j'ai fait en sorte que chaque barre, finalement, somme à 100%. Donc, ça vous permet de bien voir la structure des dépenses. Et donc, vous voyez que, par exemple, quand vous passez du premier décile au 10e décile, la part des loyers dans cet ensemble transport, alimentation, logement diminue tout simplement parce qu'on trouve de moins en moins de locataires au fur et à mesure que les ménages deviennent plus riches. À l'inverse, en bleu foncé, vous avez l'achat net de véhicules. Ça, c'est quelque chose dont la part augmente au fur et à mesure que le ménage s'enrichit. Et donc, cet exercice, on l'a reproduit non seulement pour les déciles de niveau de vie, mais aussi pour l'âge, pour le statut d'occupation du logement, pour la localisation, c'est quand même le point qui nous intéresse. Et donc, ça nous permet ensuite de calculer donc l'inflation au sens où on connaît les dépenses telles qu'on les a observées en 2017, combien on devrait payer avec ce même niveau de dépenses avec les prix de 2022. C'est ça l'exercice qu'on fait, parce qu'évidemment, ce qu'on ne prend pas en compte, ce qu'on ne prendra pas en compte, c'est que la façon dont les ménages se sont adaptés à cette hausse. En général, quand les prix augmentent, les gens diminuent leur consommation s'ils le peuvent. Donc ça, on ne va pas l'observer puisqu'on n'a pas les données pour le faire. Et ensuite, on n'a pas non plus l'évolution des revenus sur cette période à un niveau fin. Je vous donnerai des éléments sur l'évolution des revenus sur des grandes masses, mais je n'ai pas l'évolution des revenus par type de ménage, comme j'ai des revenus aujourd'hui, enfin en 2017, sur les ménages. Et donc, quels sont les ménages les plus touchés par l'inflation entre 2017 et 2022? Et donc, pour regarder ça, il y a deux façons de faire. D'abord, on peut regarder de combien augmente le panier. Donc, c'est-à-dire que ce panier, je vous ai dit, on le connaît en 2017, combien il coûtera en 2022. Et donc là, ce qu'on observe, c'est les courbes, les barres bleues. Donc là, c'est toujours les ménages par décile de niveau de vie. Eh bien, la hausse est plutôt plus forte pour les classes moyennes que pour les ménages soit pauvres, soit les ménages les plus riches. Pourquoi? Parce qu'en fait, la part des énergies, enfin, la part des dépenses énergétiques pour ces ménages est plus importante dans ce panier. Je vous ai dit tout à l'heure, les loyers ont peu augmenté. Donc, finalement, le panier alimentation, transport, logement a un petit peu moins augmenté pour les ménages les plus pauvres. Mais évidemment, si on rapporte cette hausse aux revenus de chacun des types de ménages, revenus connus en 2017, et bien, évidemment, l'impact n'est pas du tout le même. Donc, la hausse de panier alimentation, transport, logement, il représente 13% du revenu des ménages du premier décile et seulement moins de 5% du revenu des ménages du 10e décile, encore une fois, revenu tel que l'on le connaissait en 2017. Donc, ça vous donne évidemment l'impact budgétaire de cette hausse, de combien de son revenu il faut augmenter sa dépense pour faire face à l'inflation. Là, sous réserve que les revenus n'ont pas augmenté, mais évidemment, les revenus ont augmenté, alors évidemment de façon différente d'un type de ménage à l'autre. Ça, on n'a pas encore l'information. Ensuite, en termes d'âge, vous voyez que c'est les ménages dont les personnes de référence sont les plus âgées qui voient leur panier augmenter le plus vite. Pourquoi? Parce que les ménages plus âgés, en général, ils ont des maisons individuelles, enfin, ils sont plus souvent propriétaires, plus souvent dans des maisons individuelles, et donc ils ont des grosses dépenses de chauffage, typiquement, et donc ils vont avoir un panier comme moi, puis souvent, en plus, ils ont des dépenses d'alimentation plus importantes. Mais en général, les plus âgés sont aussi plus aisés en tout cas, que les moins de 30 ans. Et donc, quand on rapporte au revenu, on a toujours ce que je viens d'indiquer, mais c'est plus faible. Donc, on passe de 6% du revenu à 8% du revenu. Si on prend le statut d'occupation du logement, c'est-à-dire est-ce qu'on est propriétaire, locataire, propriétaire avec encore un emprunt ou sans emprunt, locataire dans le parc privé, locataire dans le parc social, on voit que ce sont les propriétaires dont le panier augmente le plus, parce qu'eux, ils n'ont pas de loyer, donc forcément, ce qui reste dans leurs dépenses de logement, c'est que des postes qui ont beaucoup augmenté, mais les propriétaires, en moyenne, sont plus aisés que les locataires. Et donc là encore, quand on rapporte aux revenus, pour les propriétaires sans charge d'emprunt, on est à peu près à 8% d'inflation rapportée aux revenus et 6,5%, 6% pour les locataires. Et maintenant, le point qui nous intéresse le plus dans ces notes, c'est la localisation. Et bien là, on voit que la hausse du panier est plus importante au fur et à mesure qu'on s'éloigne des zones d'emploi. Donc, c'est logique, hein, puisque au fur et à mesure que vous avez
que vous éloignez des zones d'emploi, vous êtes plus dans des maisons individuelles, chauffées au fioul potentiellement, et puis vous devez utiliser votre voiture pour vous déplacer, donc plus des dépenses d'essence ou de diesel. Et puis quand on rapporte au revenu, pareil, ça atténue un petit peu les écarts, mais donc on passe de 6 à 8% de son revenu qu'il faudrait dépenser en plus pour faire face à cette hausse. Et maintenant, en fonction de la taille de l'unité urbaine, donc en gros la taille de l'agglomération, ben pareil, plus on est dans une commune rurale ou une petite agglomération, plus la hausse est importante pour les mêmes raisons. Hein. Et donc la hausse est la plus faible dans l'unité urbaine de Paris, parce qu'il y a beaucoup de locataires, parce qu'on a moins besoin de son véhicule pour se déplacer. Et en plus, comme on est plus riche, quand on rapporte cette hausse au revenu, eh ben, on est à 8% de hausse pour les ménages des communes rurales et 5,3% de hausse pour les ménages de l'unité urbaine de Paris. Alors, quand même, quelques éléments sur l'évolution des revenus. Donc, je vous ai dit, je n'ai pas l'information précise par type de ménage sur l'évolution des revenus depuis 2017 et notamment en fait en 2021-2022. En revanche, on a quand même quelques éléments d'information sur le salaire de base, le salaire mensuel de base des ouvriers. En 2022, il a augmenté de 4,7% en nominal, donc les euros que vous recevez concrètement à la fin du mois, mais évidemment, il faut prendre en compte le fait que les prix, en moyenne, ils ont augmenté de 6%, et donc ça veut dire qu'en euros constants, on a une baisse du salaire mensuel de base des ouvriers de 1,3%. Les cadres, leur revenu a été en moyenne moins revalorisé que pour les ouvriers, donc il a augmenté de 3%. Il faut retirer 6% d'inflation, donc on est sur une perte de salaire réel de 3%. Donc voilà. Donc, pour revenir à la question, est-ce que ça change le diagnostic? Non, aujourd'hui, ça ne change pas le diagnostic sur le reste à dépenser en fonction des territoires. Mais évidemment, ça donne quelques petites nuances avec cette idée que plus on est loin des centres, plus on est finalement touché par cette hausse de prix. Donc, merci Pierre-Yves. En conclusion, est-ce que tu veux bien nous faire un récapitulatif des messages essentiels de ces deux notes? Alors nous, on retient 3 messages principaux. D'abord, un des messages principaux pour la première note, c'est que pour un ménage donné, donc, qui aura un revenu donné, un âge donné, une configuration familiale donnée, le niveau de la dépense cumulée d'alimentation, de transport et de logement ne dépend pas tellement de là où il vit, sauf à Paris où il est nettement plus élevé. Mais ça ne veut pas dire que ce niveau de dépense donne accès au même niveau de service, évidemment. Hein. Donc, typiquement, quand on va être dans les centres des agglomérations, et particulièrement à Paris, on va faire un sacrifice en termes de conditions de logement en ayant un logement plus petit. Deuxième message, les ménages qui ont les restes à dépenser les plus faibles se situent au centre des zones d'emploi ou au contraire dans les communes qui en sont le plus éloignées. Et donc ça, c'est cette forme de la courbe des restes à dépenser en fonction de la distance s'explique, comme on l'a expliqué, par un effet ressources et pas par un effet dépenses. Et enfin, sur le troisième message qui concerne plutôt la deuxième note, c'est qu'entre 2017 et 2022, le coût du panier logement, transport, alimentation, donc ce panier qu'on observe, qu'on analyse, il augmente le plus pour les classes moyennes, les ménages ruraux, les propriétaires et les personnes âgées. Mais si on rapporte la hausse aux revenus des ménages, c'est évident pour les ménages les plus pauvres que l'incidence est la plus forte. Merci Pierre-Yves. Donc, je vous propose maintenant de passer au temps d'échange avec la salle à distance. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait et qui le souhaiteraient, vous pouvez poser vos questions dans le chat et je relayerai ces questions à l'oral. Voilà. Et avant, je précise qu'on a mis en ligne un outil de data visualisation sur l'inflation. Si on a le temps, je vous montrerai. De toute façon, vous avez le lien sur le site de France Stratégie. Vous pouvez y aller et ça vous permet de ressortir à peu près tous les tableaux que je vous ai montrés et d'en sortir davantage, de regarder précisément en fonction du type de ménage, quels sont les postes budgétaires, les poids budgétaires, etc. Donc, pour commencer, peut-être, la première question qui concerne la première note est relative plus à la méthodologie de cette étude. Un participant fait remarquer que l'étude ne fait pas plutôt état des dépenses contraintes, notamment les télécoms. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Oui. Alors, on a sorti une note l'année d'avant sur ce qu'on appelle les dépenses préengagées. Et donc là, pour le coup, on avait pris en compte
le télécom, parce que souvent c'est sous la forme d'abonnement. Ici, on n'a pas pris en compte ces dépenses parce que bon, voilà, il fallait faire un choix. On a cherché à regarder dans les postes les plus importants dans les dépenses. Il nous a semblé que transport, logement, alimentation, c'était les postes les plus importants. À chaque fois, derrière, il faut qu'on fasse de l'économétrie, donc c'est un travail assez important. Je vous ai fait grâce de tous ces détails méthodologiques. Ça, effectivement, donc, si on prenait en compte ça, si on réfléchit, si on prenait en compte les télécoms, on aurait à peu près les mêmes dépenses d'un ménage à l'autre. Alors, ça représenterait une part plus importante pour les pauvres que pour les riches, mais en termes d'écarts territoriaux, il n'y a pas de différence de prix d'un territoire à l'autre sur les télécoms, donc ça n'aurait pas changé les conclusions. Voilà ce que je peux répondre. D'accord, merci. La deuxième question qui a en partie été traitée par la suite dans ton explication sur la deuxième note. En fait, on a reçu beaucoup de questions, enfin plusieurs questions, on va dire, sur les effets de l'inflation, mais aussi du Covid, sur le diagnostic qui est fait sur la première note. Est-ce qu'il y a eu des différences qui ont pu être notées avec l'arrivée du Covid et Alors, l'inflation? le Covid, on n'a pas regardé le Covid. L'inflation, on y a consacré une note. Je vous en ai donné les principaux résultats. Je ne vous ai pas montré, mais dans la note inflation, vous avez un calcul du reste à dépenser par type de territoire, etc., en prenant en compte l'évolution des prix et en faisant l'hypothèse que tous les ménages auraient vu leurs revenus augmenter comme l'augmentation au niveau macroéconomique des revenus des ménages, puisqu'on n'a pas l'information précise. Bon, je ne voulais pas présenter ici parce que je suis un peu mal à l'aise avec ces tableaux dans la mesure où finalement, potentiellement, il y a une grande diversité d'évolution. Donc, les gens ils vont dire non, c'était quand même une hypothèse assez forte. En faisant cette hypothèse, il n'y a évidemment pas de changement majeur. Dans quelques années, quand on aura des informations fines sur l'évolution des revenus par type de ménage, on pourra vraiment faire ce diagnostic. Aujourd'hui, où ce diagnostic, on ne peut pas vraiment le faire très précisément, je vais donner des grandes idées, des intuitions, des éléments d'information. De notre point de vue, ça ne va pas changer le diagnostic sur les écarts territoriaux, mais après, on pourra regarder ça plus précisément quand on aura les données. Maintenant, une nouvelle question sur la deuxième note, donc celle sur l'inflation. Comment est-ce que est pris en compte la fiscalité et les prélèvements sociaux? Alors, la fiscalité et les prélèvements sociaux, nous, on raisonne sur les revenus après impôts et après prestations sociales. Donc, évidemment, là, ce que je vous dis, c'est tout ce que je vous dis sur la première note, quand c'est le reste à dépenser, c'est évidemment après impôt, puisque c'est un revenu après impôt et prestations sociales. Donc, ça, c'est déjà pris en compte. Ensuite, sur l'évolution depuis 2017, bon, je vous ai un peu dit la difficulté dans laquelle on se trouvait. Je n'ai pas les revenus, donc les revenus disponibles des ménages qui intégreraient ces effets de fiscalité. Faudrait regarder ça plus précisément. Lorsque je vous donne, si vous consultez la note inflation, quand on fait l'hypothèse d'évolution des revenus comme le revenu disponible brut par unité de consommation, excusez-moi, c'est un peu barbare, mais c'est le terme consacré au niveau macroéconomique, ce revenu disponible brut des ménages par unité de consommation, il intègre l'effet de la fiscalité. Pour vous donner des ordres de grandeur, ce revenu disponible brut par unité de consommation, entre 2017 et 2022, il a augmenté de 15%. Voilà. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui a été linéaire. L'augmentation a été en tout cas en termes réels, elle a été plus importante jusqu'à 2021. Et puis depuis 2022, on a plutôt une baisse du fait de l'augmentation très rapide du niveau des prix. Merci Pierre-Yves. Il me semble qu'une question va arriver et sur le point d'arriver. Alors, j'en profite peut-être pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble cet outil de data visualisation. Alors, si vous le lancez, ne vous inquiétez pas, c'est un peu long à charger parce que c'est les limitations techniques de ce type d'outil. Donc, vous allez sur le site dédié, donc vous avez l'adresse qui s'affiche et vous l'avez de toute façon sur le site de France Stratégie. Donc, vous avez les graphiques que je vous ai montrés. Donc, vous pouvez choisir de montrer alimentation, transport, logement. Donc, vous pourrez, puis ensuite, quand vous passez votre souris au-dessus des graphiques, vous allez voir vraiment l'information assez fine. Vous avez même un petit graphique qui vous donne cette évolution des prix, mais de façon animée. Donc, si vous cliquez sur le bouton Play, vous allez voir évoluer les prix au cours
voilà, ce que je vous indiquais, c'est que sur ce graphique animé, vous allez avoir l'évolution des prix. Alors là, je donne l'exemple de l'alimentation, donc des différents sous-postes, pain, viande, poisson, etc. au cours du temps. Donc, vous allez bien voir qu'au début, l'évolution est relativement modérée. Et puis, vers la fin, vous allez voir que les barres s'agitent beaucoup plus fortement, puisqu'on arrive sur la période de très forte inflation de 2021-2022. Donc, je vais au bout de la présentation. Ensuite, vous avez les poids budgétaires pour l'ensemble des ménages. Donc, vous avez les graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure, mais pareil, ils sont un peu interactifs. Donc, vous pouvez passer votre souris dessus, vous aurez davantage d'informations. Vous avez les poids budgétaires selon catégorie de ménage. Donc là, vous pouvez choisir, par exemple, de regarder en fonction de l'âge, quel est le poids budgétaire des loyers, par exemple, des charges collectives, de l'énergie du logement, etc. Donc, vous allez avoir des choses assez fines. Donc, et en plus, en passant votre souris dessus, vous aurez des informations précises. Donc là, par exemple, si je prends les ménages qui ont moins de 30 ans, les loyers, ils représentent 19,4% de leurs revenus en 2017. Et le panier total auquel on s'intéresse, il représente 53% du revenu. Ensuite, vous avez l'inflation du panier. Donc, c'est les graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, mais bon, là, vous allez pouvoir regarder en fonction de l'âge, du type de commune, de la distance au centre de la zone d'emploi, du niveau de vie, etc. Et toujours pareil, toujours la même idée. En passant votre souris dessus, vous aurez des informations extrêmement précises. Et en plus, vous pourrez même décomposer la hausse du panier en disant qu'est-ce qui contribue le plus à la hausse du panier. Donc, si je me mets en fonction de l'âge, ce qui contribue le plus quand on a moins de 30 ans, ça va être le poste carburant. Et puis, ce qui contribue le plus quand on a, par exemple, plus de 65 ans, ça va être l'énergie du logement. Donc, vous allez pouvoir faire un diagnostic vous-même assez fin de l'impact de la hausse des prix sur les différents types de ménages. Donc, cet outil, c'est simplement un outil de data visualisation que j'ai créé à partir d'une exploitation de l'enquête budget de famille de l'INSEE. Vous avez le lien, c'est parfaitement libre. Donc, vous vous rendez, c'est un site web. Donc, vous allez sur le site web et puis ensuite, vous allez naviguer dedans. Vous trouverez, c'est assez intuitif. Tout est expliqué. Il n'y a pas de difficulté majeure. Donc, une nouvelle question. Un des participants souligne que la question de l'accès au parc locatif social et celle de la densité des transports publics sont des facteurs majeurs et souhaiterait avoir ton avis là-dessus. Alors, nous, sur la densité, c'est intégré d'une certaine manière. Donc là, il faudrait regarder précisément le poste de transport, le décomposer. Évidemment que lorsqu'on vit dans le centre des zones d'emploi ou quand on vit au centre des agglomérations et qu'on peut bénéficier des transports publics, et ben ça pousse à la baisse, évidemment, nos dépenses de transport. Et on l'a vu tout à l'heure, j'ai montré que les dépenses de transport augmentaient au fur et à mesure qu'on s'éloignait des centres. Pour le logement, c'est la même chose, c'est-à-dire que en fait, vous avez deux effets en fait, qui vont s'opposer. C'est-à-dire qu'au centre des agglomérations, le logement est en général plus cher, mais vous avez davantage de logements sociaux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a cette courbe en cloche sur les restes à dépenser en fonction de la distance au centre. C'est-à-dire qu'on a des restes à dépenser faibles au centre des agglomérations et au contraire, quand on est dans des communes très éloignées, parce qu'on a des ménages assez pauvres. Au centre, on a des ménages pauvres parce qu'on a justement cet accès au logement social qui permet d'émerger des logements, des ménages pauvres. Et à l'extérieur, loin des centres, on a un logement qui est moins cher. On a peu de logement social pour le coup, on a des logements, enfin le prix du mètre carré est beaucoup plus faible. Et donc, on a un certain nombre de ménages relativement modestes qui s'expatrient assez loin des centres et notamment assez loin de leur lieu de travail, bien souvent, et qui font l'aller-retour tous les jours, mais qui peuvent bénéficier d'un prix du mètre carré plus faible et donc de l'accès typiquement à la maison individuelle. Merci. Un autre participant s'étonne que les déménagements ou migrations dans le texte, notamment vers l'ouest du pays, n'aient pas d'impact, notamment sur le logement. Alors je ne sais pas exactement ce qu'on appelle un impact. Est-ce que ce serait un impact sur les prix? Donc là, on se situe en 2017, je vous l'ai dit. Peut-être que les prix du logement dans l'Ouest, du fait que de plus en plus de ménages s'y installent, a pu augmenter plus vite qu'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder de près. On ne l'a pas fait, donc on reste en 2017. Bon, de toute façon, sur l'Ouest, premièrement, pour
premier résultat, c'est que quand même, c'est des moyennes. Donc, typiquement, si vous avez beaucoup de gens qui vivent à la campagne dans l'Ouest, vous avez moins de grandes villes, vous avez un effet juste de la composition entre grandes villes et petites villes ou voire communes rurales qui joue sur le prix moyen du mètre carré des logements de gens qui vivent dans l'Ouest. Il peut y avoir cet effet-là. Ensuite, vous voyez que l'Ouest se distingue un petit peu, mais il ne se distingue pas beaucoup. Et de toute façon, ce qu'on vous regarde, nous, ce sont les niveaux de dépenses. Ce ne sont pas les prix, évidemment, d'une certaine manière, c'est intégré, mais nous, ce qu'on observe, c'est la dépense. Donc, un même niveau de dépense peut cacher des niveaux de prix très différents, mais simplement, les gens se sont adaptés. Typiquement, dans les zones chères, ils vont prendre des logements plus petits. Une nouvelle question concerne donc le calcul de la hausse des loyers entre 2017 et 2022. Donc, un des participants souhaite savoir comment cette hausse a été calculée. Et il précise que selon les IRL deuxième trimestre pris en compte par les bailleurs sociaux, cela représente plutôt 8%. Oui. Alors, l'indice des loyers, c'est l'indice des loyers de l'INSEE. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'INSEE et regarder. Alors, j'ai eu la même surprise en fait, que la personne qui fait la demande, à tel point que j'ai écrit à l'INSEE pour savoir si c'était bien le bon indice des loyers. Donc, les vérifications ont été faites, c'est bien ce qu'on observe. Donc là, concrètement, c'est des enquêtes auprès des ménages. On regarde combien ils payent de loyer. Alors, pourquoi ça a augmenté moins vite que l'IRL? L'IRL, ce n'est pas l'indice de loyer, c'est l'indice de revalorisation des loyers. Donc, c'est ce qui vous permet de revaloriser votre niveau de loyer. Mais il y a une partie des propriétaires qui ne revalorisent pas chaque année le loyer de leurs locataires. Alors, déjà, donc, il y a tout le secteur social, et notamment en 2022, de ce que j'ai compris, il y a eu de toute façon une sorte de bouclier loyer. Donc, il était interdit d'augmenter le loyer de plus de 3,5%. Et cet indice de revalorisation du loyer, comment il est calculé, lui, en fait, c'est l'inflation hors loyer. En fait, on prend l'indice des prix hors loyer, et ça nous donne l'IRL. Et cet IRL, c'est un indicateur, un taux, une sorte de taux directeur qui vous permet de revaloriser des loyers, mais qui vous dit que vous ne pouvez pas les revaloriser davantage que cet IRL. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de les revaloriser. Donc, il se trouve que sur la période récente, les loyers ont pu augmenter. Peut-être qu'il y aura un effet de rattrapage dans les prochaines années. On ne sait pas. Et les revenus incluent-ils les revenus sociaux, tout type confondu? Absolument. Donc, ce sont bien des revenus après transfert, donc après impôt. C'est vos revenus du travail plus revenus du capital, moins impôt, plus prestations. Et donc, dans les prestations, il y a évidemment RSA, prime d'activité, allocation logement, allocation prestations familiales, retraite, évidemment, enfin pension de retraite. Donc, tous les revenus sociaux sont bien intégrés dans le revenu. Donc, nous, on raisonne après l'intégration de ces éléments. Ensuite, prochaine et peut-être dernière question. Pourquoi les personnes âgées ont davantage de dépenses en chauffage, par exemple? Et est-ce parce que leurs logements sont plus grands? Oui, c'est clairement le cas. Les personnes âgées en France ont des logements en moyenne plus grands, souvent des maisons individuelles. Donc, typiquement, ils avaient ces maisons parce qu'à une époque, ils ont eu des enfants, les enfants sont partis, ils ont conservé leur maison. Ils vivent plus souvent à la campagne, soit qu'ils ont toujours été, soit qu'ils sont retournés après leur retraite. Et donc, typiquement, ils vont avoir des logements plus grands, souvent des maisons individuelles, et souvent chauffés au fioul, parce qu'en fait, quand on s'éloigne des centres, la probabilité qu'on soit chauffé au fioul augmente, et vous avez vu que le fioul avait quasiment été multiplié par 2. Donc, c'est ce qui explique, de toute façon, alors là, c'est l'inflation, mais c'est ce qui explique de toute façon que les personnes âgées ont des dépenses d'énergie logement plus importantes. Et j'ajoute à ça 2 éléments. Premièrement, ils y sont toute la journée, au contraire des gens déjà actifs qui sont une partie du temps dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, dans l'institution dans laquelle ils travaillent, et donc ils peuvent se permettre de baisser un peu le chauffage et de le remonter ensuite. Et il se trouve qu'on observe que les personnes âgées sont plus frileuses et donc ont besoin d'être davantage chauffées, parce que quand on prend de l'âge, on est plus sensible au froid. Voilà. Merci Pierre-Yves. Donc, nous arrivons à la fin des questions et à la fin de cette webconférence. Donc, merci à tous les participants pour votre présence et merci également, bien sûr, à Pierre-Yves pour cette présentation et ces 2 notes. Et je vous rappelle que le replay et le support de présentation de cette séance seront prochainement en ligne sur le site de France Stratégie. Merci à tous et à toutes d'être venus. Merci, au revoir.